Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Françoise Golin pour nous parler de la théorie du revenu du travail et du travail d'André Gors. Françoise Golin est docteur en sociologie et la plus grande spécialiste d'André Gors. Si vous ne connaissez pas encore André Gors, c'est un philosophe d'origine autrichienne qui a écrit et travaillé en France entre des années 50 aux années 2000. Et qui a une œuvre très riche, critique du travail et du capitalisme, qui a un rapport particulier au revenu universel, sur lequel Françoise va revenir aujourd'hui, puisqu'il l'a pour un temps critiqué et ensuite, dans un certain cadre, il y a adhéré. Donc c'est cette évolution que Françoise va nous expliquer aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore André Gors, Françoise a édité des anthologies très précieuses pour entrer dans le corpus, notamment une anthologie qui est parue chez Seuil au mois de novembre avec Willy Gagnasi, qui est aussi le grand biographe d'André Gors, qui s'appelle Leur écologie et la nôtre. Donc celle-ci, vous la trouvez assez facilement en librairie. Vous avez aussi le petit texte pour une pensée de l'écosocialisme. Et si vous connaissez déjà André Gors et que vous avez envie d'approfondir, elle a publié deux ouvrages vraiment majeurs. Celui de 2000, qui s'appelle Une critique du travail, qui est très précis sur les textes d'André Gors, et celui de 2018, qui s'appelle Une philosophie d'émancipation. Donc c'est vraiment un bon moyen d'entrer dans le corpus et dans la pensée d'André Gors. Et on est très heureux de recevoir Françoise Golin aujourd'hui pour nous expliquer en détail tout cela. Merci. Ok, donc je commence. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème de son. Ok, donc je vais suivre mes notes, ce qui me permettra de procéder chronologiquement, hein, parce que sur le sujet, c'est approprié. Et j'ai divisé ma présentation en 12 petits chapitres à la suite d'une introduction. Voilà. Est-ce que vous avez introduction maintenant? Ça marche? Ok. Pour faire le lien avec la séance précédente, je veux dire que je trouve pertinente la distinction proposée par Marc-Antoine la dernière fois entre deux traditions de pensée qui soutiennent le revenu universel, philosophie normative d'une part, et de l'autre, ce qu'il a appelé utopie post-salariale, hein, dont Gors est un représentant éloquent. Je résume sa position vraiment très très synthétiquement pour commencer. Donc en trois phrases, pour Gors, la logique du capitalisme, qui est celle d'une dynamique de croissance infinie, lui interdit de répondre en termes émancipateurs de l'élimination progressive du travail humain du processus de production. Et donc, pour lui, revient un mouvement véritablement socialiste de s'emparer de ce processus et d'en faire un instrument d'émancipation. Et à terme, bon, le terme étant plus ou moins précis, on s'oriente vers une sortie du salariat, du capitalisme. En fait, pour Gors, c'est la même chose. Vers une société qui serait caractérisée par des formes de coopération non marchande, pour le dire en termes plus marxiens, non soumises à la loi de la valeur, hein, les activités qu'il appellera autonomes, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais je vais y revenir. Et dans mon livre, Céline, tu as cité le tout premier, celui-là, moi je suis très critique de ce que j'ai écrit il y a 20 ans, à part le chapitre 8, mais bon, je préférerais que vous ne le lisiez pas. Donc dans le dernier, qui est ce que j'appelle mon gros Gors, j'ai vraiment insisté, j'ai vraiment proposé une lecture transversale de son œuvre, par-delà les ruptures, hein, des ruptures que je ne nie absolument pas. Donc je suis aussi d'accord avec Marc-Antoine pour affirmer l'identité d'un projet politique et philosophique, hein, très important, au-delà de ces ruptures, en ce qui concerne le revenu universel. Hein, même s'il y a, c'est ce que je vais montrer ce soir ou cet après-midi, pour moi il est 4 heures, même s'il y a des élaborations successives de ce revenu universel, je préfère dire universel pour le moment. Donc je vais en fait rendre compte de son cheminement vers un degré plus élevé d'inconditionnalité de ce revenu, mais qui est en même temps un degré plus élevé d'utopie. Hein, l'utopie est un mode qui est totalement assumé par Gors. Et je mettrai ça en rapport avec sa conceptualisation du travail, de la valeur et du capitalisme. Et
en termes très très brefs, hein, je ne veux pas parler plus d'une heure, je vais essayer de m'y tenir. Donc je commence par le fondement philosophique qui est très très important, le plus brièvement, le plus simplement possible. Donc la pensée d'André Gorz s'enracine dans la philosophie sartrienne de la liberté et dans certains textes de Marx, et j'insiste, certains textes de Marx. Alors pour Sartre, hein, si vous vous souvenez vaguement de vos cours de philo, le sujet est une liberté en devenir. Pour le dire autrement, se produit soi-même à l'existence. Et donc le sujet gorcien, sartrien, bon, le sujet gorcien, il possède une aptitude fondamentale à l'autonomie, qui est l'autre mot qu'il emploiera, là encore, ce n'est pas tout à fait équivalent, mais le mot plus sociologique qu'il emploiera par la suite, au lieu du terme de liberté. Et on trouve très tôt chez lui un concept de travail entendu là au sens anthropologique, comme autoproduction ou auto-engendrement. Le sujet s'actualise par ses actions dans et sur le monde. Ou pour le dire dans des termes plus proches de ceux de Marx, les humains produisent tout à la fois leur monde et eux-mêmes. Mais, et le mais est très très important, cette autoproduction est aussi dans le même mouvement une auto-aliénation. Pourquoi ? Parce que par leur praxis, les sujets génèrent des structures objectives, oui, on peut le dire comme ça, des structures objectives sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle et qui les aliènent. Hein, c'est ça, sa théorie de l'aliénation. Et il pense cela à partir de sa lecture de la critique de la raison dialectique de Sartre. Donc on est à la fin des années 50, tout à la fin des années 50, sous le concept sartrien de pratico-inerte. Je vais vraiment en une phrase le pratico-inerte pour ne pas nous perdre, un peu nous éloigner trop du sujet. Sartre montre que la praxis d'un individu s'aliène ou devient autre lorsque son inscription dans la matière la confronte à d'autres individus et peut de ce fait entraîner un résultat collectif qui est contraire à celui qui était escompté, ce qu'il appelle une contre-finalité ou une anti-praxis. Et dans cette, on a là, c'est là que Gorz va trouver sa première version critique de l'hétéronomie, hein, qui combine en fait les apports de Sartre et de Marx. Il va penser avec sur la base de ce concept de la critique de la raison dialectique, il va penser à la fois de manière assez anhistorique ou transhistorique ce qui relève de formes fondamentales de la socialité et en même temps, presque par glissement, pas forcément conscient, j'en parle un tout petit peu dans mon livre, je pense que j'aurais dû développer davantage parce que ce glissement peut être problématique, par glissement, une critique plus historique, hein, une critique du capitalisme comme forme historique. Donc vous avez probablement déjà compris que c'est en existentialiste que Gorz lit Marx. Il le confirmait dans l'entretien qui est paru, enfin, qui a été publié en postface de mon premier livre. Je vous donne la citation. L'aliénation est l'expérience que les puissances propres de l'être humain, comme les appelle Marx, s'autonomisent en puissance étrangère et viennent le dominer, l'asservir, le déposséder de lui-même. Donc, sous la forme du travail abstrait né avec le capitalisme. On a donc là son second concept de travail, le travail abstrait, qui est l'hétéronomie même. Le travail abstrait dont il est question ici n'est absolument pas à prendre dans un sens anthropologique, mais historique. Ce travail constitue une activité historiquement spécifique au seul capitalisme, même si Gorz ne l'énonçait pas comme ça au départ, c'est vraiment la position de Gorz. Et donc, on n'est pas du tout ici en présence d'un concept de nature essentialiste qui subsumerait la diversité historique, la diversité géographique des activités de production. L'émergence du travail abstrait est inséparable de celle du capitalisme. Donc, quel est le lien entre ces deux concepts de travail? J'essaie de le résumer en une phrase, vraiment, parce que ça restera, à mon avis, le fondement de la critique gorzienne du travail. Le travail
premier sens, dans sa dimension de production libre de soi, autoproduction, production libre de soi, relève de l'impossibilité en raison de l'aliénation et de l'abstraction du salariat, ou ce qu'il appellera dans ses tout derniers écrits du travail-emploi, parce que son vocabulaire aussi change, parce qu'il a écrit sur 50 ans, donc ça peut être un peu compliqué. Pour le dire en termes plus sociologiques, plus concrets, dans son œuvre, Gorce évalue le travail salarié négativement à l'aune de la norme de l'autonomie. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est très important pour poser d'où vient Gorce dans son approche du revenu universel, auquel je viens maintenant. Donc, vous comprendrez que le revenu universel, dans ce contexte, est d'abord un outil pour sortir de ce qu'il a longtemps appelé la société salariale et non pas une fin en soi. Et en fait, c'est un triptyque qui constitue la pièce maîtresse de sa première version de son utopie post-salariale. Je vous renvoie à Adieu au prolétariat 1980. Et en fait, contrairement à nombre de discussions qui abordent encore cette revendication d'un revenu universel de manière isolée, ça ne fait pas sens dans la perspective gorcienne du tout. On se demande même pourquoi il y aurait par exemple un mouvement qui ferait campagne de manière isolée pour le revenu universel. Ça, c'est une petite remarque destinée à Télémaque. Donc, cette revendication est nécessairement articulée à deux séries de mesures. Une, les mesures visant un meilleur partage du travail social entre tous. Deux, des mesures destinées à promouvoir une proportion croissante d'activités qu'il qualifiera d'autonomes. On a donc là sa première version qui est en fait un triptyque. Il mettra en garde jusqu'au bout sur ce point-là. Je vous cite un extrait de Misère du présent, 1997. Chacune des mesures prises isolément peut servir à accélérer des contre-réformes par les puissances dominantes. Donc l'avertissement est clair. Et en fait, il insistera jusqu'au bout sur la nécessité d'une série de politiques adaptées. Je n'ai pas le temps de détailler, mais bon, en matière d'éducation, de formation, d'urbanisme, d'aménagement du territoire et bien sûr de fiscalité, une fiscalité repensée. Tout ça afin de faire du revenu universel un dispositif libérateur. Donc on a, cette première version, on a véritablement un triptyque. Ensuite, les trois éléments du triptyque vont un peu bouger. Certains vont disparaître, d'autres vont être plus importants. On va voir ça. Je voudrais insister sur un aspect de cette première mouture du revenu universel. À cette époque, donc on est au début des années 80, milieu des années 80, jusqu'à en gros la première moitié des années 90. Puis il a des doutes vers le milieu des années 90 sur cette première version. La quantité de travail fourni par chacun de nous a de moins en moins à voir avec la quantité totale de richesse produite. Donc le revenu universel, son montant doit être dissocié de la durée du travail fourni individuellement. Et ce livre au très beau titre de 1983 qui s'appelle « Les chemins du paradis », en fait spécifie, il est à la fois très utopique mais très concret, il spécifie les conditions pratiques de sa mise en œuvre. Et à l'époque, il table sur une planification tout à fait volontariste de la RTT et préconise une durée moyenne du travail salarié d'à peu près 1000 heures par an, ce qui vous fait 10 à 15 années de travail à plein temps sur une vie. Donc, c'est le pied. Donc, point essentiel à l'époque, il conçoit il conçoit ce revenu universel comme la rémunération de la participation de chaque citoyen, chaque citoyenne au processus social de production. Et en fait, il propose un système de tirage. Chaque période travaillée correspondrait à un certain nombre de points qui donneraient droit à une période de congé payé. Et il observe que comme cette part directe du salaire tendra à se réduire, on aura une réduction du temps de travail, le revenu universel assurera de manière croissante la distribution des richesses socialement produites. Son financement, il pense à un impôt, enfin il mentionne un impôt sur la consommation du type TVA qui l'attire parce que ça permet d'infléchir les prix
selon des critères politiques et bien sûr écologiques. Mais je note quand même qu'il est déjà intéressé à cette époque-là par la mise en circulation de différents types de monnaies qui ne pourraient pas être thésaurisées. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ce lapsus à la fin, je crois, et qui seraient destinées à des échanges locaux. Et dans son livre peut-être le plus important, le plus philosophique, 1989, Métamorphose du travail, il se livre même en un examen détaillé de plusieurs scénarios possibles en fonction de différents critères. Donc, tous les critères auxquels vous pouvez penser, croissance, niveau de productivité, salaire, chômage, etc. Vous remarquez, pour cette première version, vous notez son gradualisme. Le passage à un revenu social sera progressif, mais il permettra d'avancer vers une société moins organisée autour du travail salarié. Voilà. Je veux insister sur le dernier point concernant cette première mouture qui est le plus important en fait, c'est qu'il affirme un rapport de réciprocité entre droit au revenu, droit au travail, assorti d'un devoir de travail. Donc les trois sont articulés. Et ça vous donne ce slogan qui a fait mouche en fait pour toute une génération. Je cite, travailler moins pour travailler tous et s'activer plus par soi-même. Et donc Gors rejetait farouchement dans cette première période le principe d'une déconnexion entre le revenu et le travail lui-même, avec des arguments que vous connaissez tous si vous vous intéressez au sujet. Ça réduirait la solidarité à une affaire fiscale, institutionnalisation de l'exclusion pour la rendre tolérable, le travail marchand qui fait l'objet d'un échange dans la sphère publique m'affecte une appartenance et une identité sociale et une reconnaissance sociale. Donc des arguments relativement classiques. Et donc comme travailler est une nécessité inhérente à toute société, il faut le répartir équitablement. Ça aussi, je pense que vous serez familier de ce type d'argument. Et donc pour Gors, on devrait avoir idéalement appartenance et passage continuel entre les deux sphères de la société, c'est-à-dire une sphère de l'hétéronomie, certainement où on exerce un travail hétéronome, différencié d'une sphère de l'hétéronomie. Et cette seconde sphère, il sera très critique d'ailleurs de son utilisation du terme de sphère plus tard, mais je n'ai vraiment pas le temps de développer ça. Cette seconde sphère, tant pis, de l'hétéronomie serait constituée d'activités qui portent en elles-mêmes, je cite Gors là, qui portent en elles-mêmes leur propre fin, dans la mesure où elles ont un caractère facultatif. Oui. Pardon. Ivan, tu peux couper le son, je crois que Alain. Oui, j'arrive juste pas, mais je crois que c'est bon. Tu peux peut-être nous nommer modérateur. On fasse ça la prochaine fois. Parce que... Non, c'est bon. Ok, je continue. Oui, donc je termine ma citation de Gors, des activités qui ont un caractère facultatif, non marchand et non économique. Ça, c'est un article de 87. Voilà, premier tournant, milieu des années 90. Gors évolue en réponse à ce qu'il considère des mutations majeures du travail et du capital. Et il évolue vers une seconde conception du revenu universel. Et en fait, pour renvoyer au triptyque dont je parlais tout à l'heure, l'élément RTT, que ce soit hebdomadaire ou annuel, peu importe, passe complètement au second plan. Et en fait, elle disparaîtra tout à fait dans ces derniers textes. Parce qu'il considère que, au niveau le plus sociologique, il considère que la dégradation continue du rapport salarial fait qu'en fait, le système de redistribution n'est plus du tout adapté à la précarisation de l'emploi, à la flexibilité de l'emploi. Et il mettra l'accent sur la nécessité, c'est comme ça qu'il le formule, d'un revenu continu pour un travail discontinu, comme condition indispensable d'une autonomie existentielle. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le fonctionnement du système de protection sociale, il s'agit d'octroyer le plus possible une autonomie existentielle. Et il se rallie finalement en 1997 dans un livre qui s'appelle
Misère du présent, richesse du possible, 1997, pardon, à l'attribution, je cite, d'une allocation universelle et inconditionnelle d'un revenu de base cumulable avec le revenu d'un salaire. Alors, il y mit 3 conditions pour que l'attribution de ce revenu universel soit véritablement émancipatrice. 1, il doit vraiment être inconditionnel et pas seulement au niveau des discours, parce qu'il s'agit, je cite, de préserver l'inconditionnalité des activités qui n'ont tout leur sens que si elles sont accomplies pour elles-mêmes. Et il a beaucoup critiqué les politiques du workfare qui se mettent en place à ce moment-là. Pensez à Bill Clinton aux États-Unis. Et en fait, toute contrepartie, il était très énervé par ça. Je me souviens d'avoir discuté avec lui, ça l'animait beaucoup. Toute contrepartie de l'accomplissement d'activités bénévoles ou dites bénévoles. Je pense par exemple qu'il aurait été très intéressé par tout le travail de Maud Simonet sur la gratuitisation, mis à part que sa définition implicite du travail n'est très certainement pas celle de Gors, mais on y viendra peut-être. Deuxième condition, qu'il soit suffisant. Si le niveau n'est pas suffisant, la personne sera incitée à une recherche constante d'emploi et ne sera pas en position d'arbitrer entre l'usage de son temps marchand et non marchand. Le problème, c'est qu'il ne donne pas d'idée de montant. C'est la période où il commence à être assez critique de ces propositions très précises. Mais bon, si on dit qu'il doit être suffisant et qu'on ne donne pas de montant, c'est peut-être problématique. Le troisième point, c'est véritablement le plus important parce que c'est le troisième élément du triptyque dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment le plus déterminant dans la perspective de Gors, c'est que ce revenu, pour qu'il soit un revenu du temps libéré et non pas le revenu de l'oisiveté, le revenu de l'anxiété, le revenu du faux marchandage, de la vente de soi plus ou moins forcée, il faut qu'il soit couplé à de véritables possibilités d'autoproduction. Sinon, c'est un salaire de l'inactivité forcée. Donc, autoproduction, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur des activités autonomes, hors marché, hors soumission à la loi de la valeur, pour parler en termes marxistes. Alors, ce qui m'intéresse d'explorer avec vous maintenant, c'est les fondements théoriques de cette adhésion tardive. Parce que Gors souscrit au milieu des années 90 explicitement à la thèse du capitalisme cognitif qui est avancée par le courant marxiste du même nom, qui est hérité, qui se situe directement dans le sillage de l'opéraïsme italien. Il lisait beaucoup les revues futures antérieures, dont l'un des fondateurs est Toni Negri, et multitude qui paraît toujours, dont le fondateur, je crois que c'est le seul fondateur, est Yann Moulier-Boutan. Il avait une relation assez compliquée à Toni Negri, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je n'ai pas le temps d'entrer en détail, c'est pas une bonne idée non plus tant que les gens sont vivants. Mais, et à Yann Moulier-Boutan aussi. Mais bon, une relation compliquée à ce groupe, mais ce courant de pensée a été très important pour lui. Il se disait particulièrement proche de Carlo Vecellone et Antonella Corsani. Alors, je résume vraiment, mais très brièvement, ce que c'est que cette thèse du capitalisme cognitif, qui, pour ce courant, rompt avec la phase industrielle du capitalisme, parce que les activités génératrices de valeur pour le capital requièrent non seulement des technologies et des connaissances formelles, j'insiste sur connaissances, mais aussi des savoirs, donc opposition entre connaissances et savoirs, des savoirs informels, des compétences personnelles, langagières, émotionnelles des individus. Par exemple, notamment l'aptitude à collaborer, la créativité, etc. Et tout ce qui, justement pour Gors, souvenez-vous des fondements philosophiques dont j'ai parlé tout à l'heure, participe de la production de soi, ou, autre terme, de la production de subjectivité. Et Gors pose que l'allocation universelle trouve sa justification dans le passage à cette économie de l'immatériel, sous laquelle le temps de travail visible, immédiat, rémunéré par le salaire, est véritablement infime au regard de celui qui est consacré à nous produire, à produire les compétences très larges de la force de travail,
par l'éducation, par la participation aux activités culturelles, et en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, c'est savoir vivant, hein, savoir vivant opposé à connaissance formelle, savoir vivant et vécu. Et ces savoirs constituent une véritable intelligence collective qui représente désormais la force productive principale. Donc ça, c'est la très grande proximité de Gorce avec ce courant marxiste contemporain. Et je veux noter aussi, mais là sans entrer dans les détails, mais il avait dès les années 60 manifesté une affinité avec le mouvement opéraïste qui soutenait que les relations sociales des individus dans l'espace hors travail deviennent directement productives. J'ai oublié comment ça s'appelle en français, je me souviens seulement de l'anglais et de l'italien, mais en gros c'est ça l'idée, que les relations hors travail deviennent directement productives. Et que c'est cette production, mais production entre guillemets, hein, autonome, subjective, culturelle, qui est ensuite appropriée par le capital. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur sa proximité. Maintenant, je voudrais insister sur une divergence très importante qu'il a avec ce courant. Donc je reviens... Je développe un tout petit peu certaines implications de la thèse du capitalisme cognitif que Gorce suivait jusqu'à un certain point. On observe dans cette nouvelle évolution du capitalisme un effritement de la frontière entre temps de travail et temps hors travail, et en fait une perte de pertinence de la distinction entre hétéronomie et autonomie, parce que la subjectivité est maintenant mise au travail. C'est une subjectivité prescrite, hein, où on a une injonction à la subjectivité, à l'autonomie, pardon, une injonction à l'autonomie. Comme la thèse de Vercellone est qu'on insiste à une extension importante des temps effectifs de travail qui ne sont pas pris en compte par sa mesure officielle, mais qui participent à la création de valeur pour le capital. Donc qui est capté par les entreprises. Et Vercellone va jusqu'à dire que le revenu universel, en fait, s'apparente à un salaire socialisé, fondé sur la revendication de la rémunération collective de cette dimension du travail qui est créateur de valeur, mais donc non payé. Et je cite Vercellone, le revenu, il l'appelle le revenu social garanti, je crois, doit être conçu, revendiqué et instauré comme un revenu primaire, virgule, ce qui implique une remise en cause de l'approche réductrice encore dominante de la notion de travail productif et notamment de son assimilation à la notion de travail-emploi. Gorce ne peut pas acquiescer à la deuxième partie de ce paragraphe parce que il présuppose une extension du concept de travail productif. Et Gorce a toujours affirmé avec force son opposition à une projection de la catégorie de travail sur des activités qui n'en relèvent pas. En fait, son désaccord de fond avec une anthropologie philosophique plus ou moins partagée, selon laquelle émanciper le travail du carcan capitaliste, hein, ou du carcan de l'emploi, revient à étendre le champ du travail. Je cite une expression de Bernard Friot, acter le statut de producteur de chacun de nous. Ça, c'est totalement inacceptable pour Gorce. Des activités effectivement mettent en œuvre des capacités d'autonomie, d'imagination, de communication, mais, je cite Gorce, elles valent pour elles-mêmes comme leur propre fin et ne sont le moyen de rien d'autre. Elles ne sont soumises qu'après coup à la valorisation capitaliste. Il dit aussi elles n'y ont pas vocation. Donc traiter la diversité des activités humaines les plus communes comme un moyen de production reviendrait purement à étendre le paradigme de la production pour Gorce. Je cite un extrait très court de son dernier ouvrage théorique qui s'appelle L'immatériel, 2003. En libérant la production de soi des contraintes de la valorisation économique,
le revenu d'existence devra faciliter le plein développement inconditionnel des personnes au-delà de ce qui est fonctionnellement utile à la production. Et comme vous allez le voir dans la suite de ma présentation, Gors va nous exhorter avec de plus en plus de force à quitter le terrain de l'économie et à se placer sur celui de l'anti-économie et à cesser de confondre la production de richesse et la production de valeur. Cette thématique sera de plus en plus prégnante dans ces derniers écrits. Pourquoi? Et j'en viens au chapitre 8. En partie, en raison de l'influence d'un autre courant du marxisme contemporain, qui est celui de la Wertkritik ou Abspaltungskritik, critique de la valeur en français. Donc je vais développer un peu ça, parce que ça aussi c'est très très important pour comprendre l'évolution de sa conception du revenu universel. Parce que c'est ce que je fais, où est-ce que je l'ai mis? C'est ce que je fais valoir vraiment dans ce que j'appelle mon gros Gors, 2018. L'œuvre d'André Gors est véritablement plurielle parce qu'il a emprunté à plusieurs traditions, y compris à des traditions irréconciliables. Je n'ai pas le temps de développer, mais je le pense vraiment, dans le champ du marxisme contemporain. Et en fait, à partir de 2002-2003, il découvre les écrits de Robert Kurz, Moshe Postone et Anselm Jaffa. Et en fait, c'est lui qui m'a fait lire ces auteurs. Il m'a envoyé certains de leurs livres. Et ça va l'inciter à radicaliser encore sa pensée. Et en fait, ça lui permettra d'affiner certaines intuitions théoriques préexistantes. Par exemple, j'ai parlé dans mon tout premier chapitre je vais y revenir d'ailleurs, parce que sinon est-ce que je l'ai mis? Oups. Oui, ce que j'avais mis en note. Oui, sa pensée de l'hétéronomie, de l'auto-aliénation sur la base du concept de pratico-inerte. Et j'ai dit qu'il y avait un glissement problématique d'une réflexion plus anhistorique sur les structures de la socialité vers une critique du capitalisme comme force sociale historique. Et en fait, il y a là les prémices de la forme sujet théorisée à la suite de Robert Kurz par le courant de la critique de la valeur. Comme Ivan le développera dans sa thèse, qui nous présentera dans quelques mois, j'espère. Est-ce que j'ai perdu le fil de où j'en étais? Ah non, c'est ça. Donc ça lui permet en fait de clarifier, je pense pour lui-même d'abord, des intuitions préexistantes et de les exprimer en termes renouvelés, en termes nouveaux. Pour autant, il n'abandonne pas la perspective presque totalement opposée du néo-opéraïsme, tenu par les tenants du capitalisme cognitif. J'ai retrouvé, vous ne pouvez pas lire, mais j'ai retrouvé ce petit papier dans je ne sais plus ce que c'était, il m'avait envoyé quelque chose à lire et il m'avait glissé ce papier dedans que je vous lis. J'ai noté que c'est daté du printemps 2003. Donc, c'est le moment où il découvre la critique de la valeur. Chère Françoise, merci pour les 2 extraits de M10. M10, c'est multitude numéro 10. J'avais dû lui envoyer des morceaux de multitude numéro 10. Gatillone et Corsani sont les plus clairs de la bande. Il n'y a pas de désaccord de fond avec eux en ce qui me concerne. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de développer son emprunt à des champs différents, mais je pensais que ce serait une manière de... Pourquoi est-ce qu'il emprunte à ces 2 courants? D'une part, le néo-opéraïsme lui permet de penser une subjectivité rebelle à la valorisation capitaliste, tendue vers l'autonomie. Et en sartrien, c'est vraiment très important. Mais d'autre part, il trouve dans les fondements théoriques de la critique de la valeur la possibilité de raffiner, de clarifier, de radicaliser sa pensée de l'hétéronomie, de la forme de vie sociale capitaliste. N'oubliez pas qu'il est, n'oubliez pas, pour ceux qui connaissent, il est l'héritier de l'école de Francfort, dont la critique de la valeur est une réélaboration.
c'était un ami personnel de Marcuse. Il n'y a rien dans les archives, enfin il n'y a rien d'intéressant dans les archives parce qu'en fait il restait dans la maison de Marcuse quand il allait aux États-Unis, donc ils étaient très proches, ils ont beaucoup échangé oralement. Donc s'il y a une convergence évidente entre Gorz et d'autre part Kurtz et Postonnet, c'est qu'ils trouvent chez ces auteurs une théorie de la crise. Et l'attention à la crise est permanente dans l'œuvre de Gorz, particulièrement à partir de 1980. La crise résulte de la contradiction fondamentale du capitalisme, que j'explicite, mais que j'ai déjà un peu présenté tout à l'heure. Le capitalisme condamné à poursuivre l'expansion de la plus-value, on devrait dire la survaleur, Mehrwert en allemand, par l'accroissement de la productivité, il repose sur l'exploitation du travail. Là, on est vraiment au fondement de l'œuvre de Marx. Il n'y a de valeur que par l'exploitation du travail. La seule source de la valeur est le travail. Mais il abolit en même temps ce travail. Donc, c'est la contradiction motrice du capitalisme. Et donc, Gorz va lui aussi mettre en exergue la nature irrationnelle et aporétique du capitalisme. Qui se manifeste entre autres de plus en plus à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas, il écrit au début des années 2000 et il meurt en 2007, qui se manifeste par la nature de plus en plus fictive de l'argent. Et après Kurtz, et juste avant la crise de 2008, qu'il ne verra pas, bien sûr, il met en garde contre le développement dangereux de bulles spéculatives. Donc, vous voyez que je commence à me concentrer un petit peu plus sur cette opposition entre valeur et richesse. Cette double thématique est vraiment très, très importante dans les derniers écrits de Gorz. Il insiste beaucoup sur le fait qu'en tentant de survivre, mais de manière forcée à la primauté de la valeur, ce capitalisme financier ou financiarisé ne se perpétue que sur des bases fictives et en fait de plus en plus précaires. Donc là, il est très très proche de Kurtz, par exemple. Il insiste beaucoup sur un autre mécanisme utilisé par ce capitalisme. C'est la construction artificielle d'une rareté des ressources. Il vise ici notamment les mécanismes de raréfaction de l'offre que sont, parce que de fait c'est de ça qu'il s'agit, les droits de propriété intellectuelle qui relèvent de la rente de monopole sur la connaissance évidemment, mais aussi au moyen par exemple de logiciels propriétaires, mais aussi sur le patrimoine de l'humanité par le brevetage, par exemple, sur le vivant. On parle de biopiraterie. Or, tout ça, ce sont des communs. Gorz anticipe avant que la thématique du commun soit vraiment beaucoup plus développée, soit l'objet de beaucoup de publications. Il anticipe déjà la thématique de ces communs digitaux, naturels, culturels, qui s'enrichissent par partage, mais ne se prêtent fondamentalement pas à une utilisation et une mesure marchande. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais peut-être je pourrais répondre plus tard. Donc, le capitalisme se fonde sur des richesses intrinsèques pour qu'elles deviennent le support de la valeur, mais en fait, ça marche mal, ça fonctionne très mal. Et donc, la thématique gorzienne du divorce croissant entre la logique de la valeur et la logique de la richesse est maintenant explicite dans ces derniers écrits. C'est sur cette contradiction entre valeur et richesse que Gorz va bâtir la dernière version de son utopie d'une sortie du capitalisme, mais aussi j'ai presque envie de considérer qu'il s'agit d'une troisième version du revenu universel. Juste pour illustrer très rapidement sa proximité avec Postonnet sur ce point, donc le gros bouquin de Postonnet, Temps, travail et domination sociale. Postonnet écrit « L'analyse que Marx fait des différences entre valeur et richesse matérielle est essentielle à sa conception du caractère contradictoire de la société capitaliste. Il dit que la valeur n'est pas vraiment adéquate au potentiel producteur de richesse de la science et de la technologie,
et que pourtant elle reste la détermination fondamentale de la richesse et des rapports sociaux. La seule différence avec Gore, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de richesse de la science et de la technologie, il s'agit de richesse de la subjectivité qui s'autoproduit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Donc, Gore, lui, écrit dans L'immatériel, donc son dernier ouvrage théorique, que le capitalisme détruit les bases mêmes de son existence et produit lui-même les conditions de possibilité de son dépassement. Justement, pour la raison que j'ai expliquée, en raison de la contradiction de plus en plus aiguë qui se creuse entre la logique, disons, rentière du capitalisme cognitif et la logique immanente à ce qu'il considère comme la possibilité d'une économie fondée sur le savoir qui, je cite, contient en son fond une négation de l'économie capitaliste marchande. Donc dans ce contexte, un revenu universel, pour lui, autoriserait la reconnaissance et la mise en commun de richesses qui ne peuvent prendre la forme valeur de la marchandise et de l'argent. Citation de nouveau de 2003. La revendication d'un revenu suffisant doit marquer l'importance croissante, virtuellement prépondérante, de cette autre économie créatrice de richesses intrinsèques, ni mesurables, ni échangeables. Donc vous voyez qu'on est vraiment, dans tout ce que je vous ai raconté dans ces dernières 5 minutes, on est vraiment au croisement de deux courants de pensée marxistes. La mise en commun et le libre accès sont la vocation de l'économie de la connaissance. Et cette économie de la connaissance, nous dit Gore, tend par elle-même vers une économie de la gratuité, à la faveur de l'abolition de la loi de la valeur. Là, je ne vais vraiment pas développer ça, mais il pensait qu'il y avait une crise de la loi de la valeur, ce qui est un point extrêmement, extrêmement controversé dans le champ du marxisme contemporain. Mais je ne suis pas certaine que je pourrais développer si bien que ça. Peut-être que d'autres Gorsiens ici présents pourront m'aider. Donc, je passe au chapitre 10. Ça donne sa dernière version, la plus utopique, d'une sortie du capitalisme. Il considère que, à la faveur de la révolution numérique, hein, il l'a nommé de plusieurs manières, parce qu'il s'intéresse depuis très très longtemps en fait, hein, depuis en gros les années 70, mais bon, je vais l'appeler la révolution numérique. La productivité qui est démultipliée des techniques de production contemporaine conduit directement à une richesse, et là je parle bien d'une richesse, hein, une richesse sociale inouïe. Le problème, c'est que cette abondance matérielle, hein, richesse matérielle, abondance matérielle, fonctionne actuellement comme valeur pour le capital. Et c'est un modèle qui est véritablement un modèle de développement incontrôlé, destructeur socialement et écologiquement. Donc là, cet aspect-là est très très développé chez Postonnet aussi. Hein. Pourtant, à la différence des technologies de l'ère industrielle, Gors avait une attitude plutôt bienveillante, plutôt positive par rapport aux technologies numériques. En fait, il pensait qu'elles pouvaient évoluer de deux manières différentes. La manière barbare, dont on voit quelques germes à l'heure actuelle, et puis une manière libératrice. Les technologies numériques sont pour lui plus favorables à une organisation horizontale de la production et plus spécifiquement, elles ouvrent la possibilité pour des communautés locales d'auto-organiser la production, pour produire justement des richesses véritables et non des marchandises, résultant d'activités qui seraient réellement autonomes. Et Gors rencontre cette figure utopique exemplaire dans le mouvement de la coopération du logiciel libre. Il est très très fan de l'éthique hacker, il a lu des choses là-dessus. Il fait également référence à des expériences coopératives menées en Argentine et au Brésil. Et bon, je ne vais peut-être pas entrer, mais bon, plusieurs expériences concrètes. Mais au niveau de sa proximité théorique,
il se dit proche de l'utopie de l'autoproduction communale coopérative mise en avant par l'écologiste anarchiste Murray Bookchin. Ce qu'il appelle maintenant les moyens d'autoproduction high-tech. Pour lui, ces moyens d'autoproduction high-tech rendent concevable la perspective et il emploie le terme lui-même, d'un communisme numérique, d'une économie de la gratuité dans laquelle la production et la consommation qui serait fondée sur la mise en commun deviendrait prépondérante. Il y a un rêve qui traverse l'œuvre d'André Gorz, c'est une réarticulation de la production et de la consommation, et une grande partie de son effort utopique tient à ça. Une remarque pour Céline maintenant. Gorz renoue ici sur des bases nouvelles avec sa problématique autogestionnaire des années 1970, au sens où il accorde de nouveaux crédits à la perspective d'une réappropriation collective des moyens de production par les fameux producteurs associés, comme les appelait Marx. Donc, à terme, cet anticapitalisme radicalisé, vous voyez bien qu'il ne vise plus forcément à borner la rationalité économique ou la sphère de l'hétéronomie, mais à sortir entièrement du marché, du travail-emploi, de la marchandise. Gorz s'exprime maintenant en ces termes, sous l'influence du courant de la critique de la valeur. Et il reprend d'ailleurs les mots d'ordre courtien et postonien. L'émancipation sociale exige la rupture avec le travail en tant que forme d'organisation sociale et source de la valeur. Le travail, alors là, il ne s'agit pas du travail au sens anthropologique, mais du travail abstrait, producteur de marchandises. J'en viens à la dernière mouture, mais je ne suis pas sûre qu'il s'agisse vraiment d'une dernière mouture. Je ferai part de mes doutes de plus en plus du revenu universel pour Gorz. Vous voyez en tout cas que la veine libertaire qui marque son œuvre, vraiment, qui traverse son œuvre, s'est renforcée dans ses ultimes réflexions. Si vous comparez à la toute première version du revenu universel, il aurait fallu un État relativement centralisateur, relativement puissant pour mettre en œuvre une politique rapide de réduction du temps de travail. Là, il est dans une distance critique envers ces perspectives détaillées de la première période, principalement, qui étaient fondées aussi sur des décisions étatiques, et ce, pratiquement jusqu'au milieu des années 90. Je me souviens, il disait très très facilement, j'ai écrit beaucoup de conneries. Il l'écrivait, il le disait, il me le disait. Je crois qu'il n'est pas très content que pour la postérité, certains passages sans doute les dernières annexes de Métamorphose du travail soient toujours lus. Je cite un extrait d'un article de 2005 qui a une tonalité très critique de la valeur, qui s'appelle « Richesse sans valeur, valeur sans richesse ». Je ne pense pas que le revenu d'existence puisse être introduit graduellement et pacifiquement par une réforme décidée d'en haut. La nouvelle monnaie sera créée d'en bas, portée par une vague de fonds, en même temps que des réseaux de coopératives communales d'autoproduction. Je relève deux idées dans ce court passage. Le premier, le revenu universel sera le produit d'un mouvement populaire. Deuxièmement, il envisage vraiment explicitement de financer le revenu universel, ou plutôt l'existence du revenu universel, par création monétaire. Puisque le revenu qui est maintenant universel ne relève plus d'une logique redistributive, mais distributive, Gorz prendra par exemple, mais tout en le critiquant en disant que ça n'allait pas assez loin, prendra pour modèle la monnaie de distribution théorisée par Jacques Duboin, D-U-B-O-I-N. Il se dit de plus en plus convaincu qu'une monnaie de consommation spécifique, là je cite l'immatériel,
créé et distribué selon des critères politiques peut éviter l'implosion d'un système qui produit de plus en plus de marchandises en distribuant de moins en moins de moyens de paiement. Et donc, dans cette version, est-ce qu'on peut considérer que Gors est maintenant sur la ligne de... Je pensais par exemple à quelqu'un comme Christian Hans Sperberg, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, pour qui le revenu de base, pour qu'il soit un outil réel de changement social et écologique, il faudrait absolument envisager la création d'autres modes la création d'autres modes de création monétaire, ou comme il écrit, de pluraliser le type de monnaie. Je ne sais pas. Je me pose la question parce qu'en fait, je pense que les tout derniers écrits d'André Gorz sur le revenu universel sont insuffisamment élaborés. Enfin, c'est ma position. Dans l'un de ces... Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier article, non, l'avant-dernier, qui s'appelle « Penser l'exode de la société du travail de la marchandise », qui est profondément courtien, donc 2007, on est vraiment l'année de sa mort. Il écrit que le revenu social garanti reste immanent au capitalisme, il faut absolument le revendiquer dans une perspective qui le transcende. Il est même en fait d'une importance stratégique en tant qu'instrument de rupture, en tant qu'instrument par excellence de rupture avec la loi de la valeur. Et donc Gorz s'inscrit explicitement dans une logique de dépassement de la marchandise, comme j'ai dit tout à l'heure, du travail marchandise, et c'est ce qui le conduit, à mon avis, finalement, à concevoir un revenu universel qui se situerait au-delà de la forme argent. Mais est-ce qu'on a... Bon, il semble qu'on ait affaire à une troisième version du revenu universel. Je trouve que c'est insuffisamment élaboré. Que serait un revenu universel au-delà de la forme argent? Je pense qu'il y a une ambiguïté conceptuelle peut-être sur la manière d'opérer la rupture avec le fétichisme de l'argent chez Gorz, mais peut-être pas que chez Gorz d'ailleurs, peut-être chez d'autres auteurs de la critique de la valeur. Bon, vraiment, c'est pour ouvrir un peu le débat pour les gens que ça intéresse, parce que, donc, chapitre 12, j'ai vraiment, en préparant cette présentation, j'ai vraiment été saisie par cette intuition que c'est un aspect fondamental dans la discussion du revenu universel, et un aspect qui est en fait de nature à pouvoir discriminer entre ces différentes versions. Donc, si on revient à la première version du revenu universel gorsien, c'est clairement un transfert social. Et donc, dans cette perspective, et comme l'avait précisé Marc-Antoine dans la précédente séance, il est donc, dans ce contexte, il est donc question d'avoir une délibération démocratique sur l'allocation de ressources financières, avec pour préalable, évidemment, la discussion épineuse de la définition de ce qui constitue une contribution productive. Maintenant, du point de vue de la toute dernière version de Gorz, donc très proche de la critique de la valeur, du point de vue radical de la critique de la valeur, cette posture de la première version, est profondément critiquable. Et c'est ce que Ivan a expliqué dans l'article contre le revenu universel qu'il a publié il y a quelques mois. Ce type de mesure, puisqu'il s'agit d'un transfert social, ce type de mesure ne ferait que redistribuer la forme spécifique de la richesse sociale sous le capitalisme, la valeur, en deux mots. Maintenant, qu'en est-il du statut de la seconde version, donc la version qui était dans une grande proximité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un point de divergence important sur la définition du travail, mais d'une grande proximité avec Vercellone. Pour Vercellone, l'institution de ce type de revenu doit être assortie de réformes fiscales et profondes. Donc, je vous donne quelques exemples de ce qu'il mentionne: un renforcement de la progressivité des prélèvements, une taxation des transactions financières, une fiscalité des brevets, notamment des brevets dormants, la taxation des grands oligopoles d'Internet, etc. etc. Donc, où
où se situe Gorce dans cette seconde version par rapport à la version 1? Je ne suis pas très sûre, puisque, comme je l'ai montré, il est déjà très, très intéressé par la création monétaire. Mais qu'en est-il de cette question très, très controversée de la théorie de la création monétaire, Theory of Money Creation en anglais, ce qu'on a appelé aussi dans certains papiers quantitative easing for the people, au lieu de quantitative easing for the wealthy, ce serait quantitative easing for the people, avec des gens dont vous connaissez peut-être au moins le nom, Steve Keen, Guy Standing, David Graeber, mais Jean Gadret en France et d'autres, etc. Je ne sais pas. Vraiment, j'ouvre la discussion. Peut-être, bon, je vais laisser ça pour le moment parce que je veux vraiment laisser du temps pour la discussion. Quelques mots de conclusion, mais qui ne sont pas vraiment des mots de conclusion. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la problématique du revenu universel nous confronte d'emblée, chez Gorce certainement, mais à mon avis de manière plus générale, aux conceptualisations concurrentes du travail et de la valeur. Conceptualisations qui sont plus ou moins hétérodoxes par rapport aux standards acceptés en économie, évidemment, mais peut-être aussi en philosophie. Donc, je pense qu'on a vraiment les deux pieds dans ces difficultés théoriques. Deuxième petit point de conclusion, le rapport très compliqué sur la question du revenu universel entre une théorisation radicale, utopique, et puis le souci qu'expose très très bien Télémaque, le souci de mettre en application, je pense to implement, mais on ne dit pas ça en français, de mettre en application quelque chose d'un peu libérateur sans attendre qu'on soit tous morts. Donc en intellectuel, il y a une légitimité à renoncer, tu me diras Yvan si je me trompe, je crois que c'est une phrase de Course, à renoncer à ce que la théorie soit la servante de la pratique, c'est ça? Oui, ok. L'application immédiate de la version ultime, la plus utopique, mais aussi, comme j'ai essayé de le montrer, la moins élaborée de Gorce, est problématique, mais elle a aussi une qualité visionnaire. Elle a aussi, bon, c'est ce qui m'a plu chez Gorce depuis le début, elle remplit une fonction essentielle d'imagination politique, d'imagination théorique. Une petite citation qui est de 83 qui me plaît beaucoup, mais il y en a d'autres. Oui, donc 83, les chemins du paradis, il écrit « En l'absence de perspective à long terme, les questions du court terme sont toujours conservatrices. » J'aime beaucoup cette petite phrase bien lancée. Mais d'un autre côté, plutôt en militante, où la militante en moi se désole de la marginalisation des thématiques de la réduction du temps de travail. Quand je faisais ma thèse, donc il y a une vingtaine d'années, on était en plein débat sur la fin du travail, sur la réduction du temps de travail. Ces débats intéressants ont disparu vraiment du champ politique, mais très largement du champ théorique. Débat sur la libération du temps, sur le revenu universel, mais sur le revenu universel comme bien plus qu'un remède au dysfonctionnement de la protection sociale. Tout ça me désole en militante. Donc, il est également, je crois, enfin, pour moi, il est également légitime de s'engager en militant avec une dose de pragmatisme. Mais je crois que je vis plus ou moins bien, plus ou moins mal, cette tension entre utopie et pragmatisme. Et vous savez que chez Gorce, la dialectique, cette dialectique est vraiment à l'œuvre presque tout le temps, sauf peut-être dans les tout premiers ouvrages philosophiques. Il y a la dialectique du présent, misère du présent, et du possible est vraiment motrice dans son œuvre. J'ai choisi une dernière citation de Misère du présent. La tâche de la politique étant de définir des objectifs stratégiques intermédiaires dont la poursuite répond aux urgences du présent tout en préfigurant la société autre qui demande à naître.
Donc se pose évidemment la question des forces en présence, on en a parlé la dernière fois, de savoir comment une telle mesure, le revenu universel, transformerait le système actuel. Je pensais au petit bouquin de Baptiste Milondo et Michel Lepezan. Il y a pas mal de choses qui ne me paraissent pas très neuves par rapport à ce qu'a écrit Gors, mais j'aime assez leur insistance sur la fonction du revenu universel de stimulation de débat et de possibilité de favoriser des propositions pragmatiques, dont l'application pourrait être immédiate. Donc, tous les deux donnent des exemples assez précis. Donc, des mesures qui seraient transitoires pour développer la protection telle qu'elle existe aujourd'hui, mais qui aurait un horizon de sens. Et horizon de sens, c'est un terme gorcien. C'est ça me vient en anglais, je crois que je commence à être fatiguée. Donc, un horizon de sens, c'est un terme gorcien. Et ça rencontre mon intuition sur le sens possiblement inverse, ou plutôt à double sens de la causalité entre transformation sociale et revenu universel. L'instauration d'un revenu universel n'est pas forcément un préalable à une transformation sociale significative, mais peut-être sa résultante. Les jours un peu négatifs, je me dis, c'est une autre société qui votera jamais, ou qui acceptera jamais, ou qui mettra jamais en œuvre, ou qui forcera jamais l'existence d'une garantie du revenu ou d'une autonomie existentielle. Ce n'est pas la société qu'on connaît aujourd'hui. Mais évidemment, tout ça, vous le savez bien, ça renvoie à notre absence de maîtrise de l'histoire. Et donc une histoire qui demeure ouverte, non écrite, qui est aussi quelque chose qui est très présent dans l'œuvre de Gors. Et pour tenir dans mon heure, je termine sur une photo pour mettre un peu de chair sur les mots, qui est une photo privée, non pas de reproduction s'il vous plaît, prise par Finn Bowering, qui était un autre ami de Gors, très très proche, pendant les dernières années de leur vie. Donc, qui sont les années où moi je les ai connus. Et je trouve que ça... Enfin, bref. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que... Non, ça va, j'arrête. Je deviens un peu émotionnelle, donc je crois que j'arrête. Voilà. Non, je veux dire une dernière chose. J'ai vraiment envie que la discussion soit un échange entre toutes les remarques possibles et les autres Gorsiens. Il y a beaucoup de Gorsiens dans ce séminaire. Puissent réagir aussi. Voilà, merci. Thanks for listening. Je te remercie beaucoup, Françoise Golin. J'ai trouvé ton exposé le plus clair que j'ai pu entendre sur André Gors. Je m'étais essayé à l'exercice et c'est très difficile parce que, comme tu l'as montré, au final, il y a chez André Gors tous les débats sur la conception du travail, et en plus, ils y sont présents très finement. C'est-à-dire que chez André Gors, on peut vraiment trouver la fine pointe de chaque courant en fait, sur la question du travail et des critiques du travail possible. Et bon, moi, de base, j'ai pas forcément de questions préparées. Donc, il y en a une qui me vient, mais elle sera très spécifique. Donc, après, je vais essayer ce sera plutôt ma question personnelle et pas en tant qu'animateur de la séance. Donc, c'est une question personnelle, une réflexion personnelle, et ensuite, je laisserai à d'autres poser des questions. Elle m'est venue au fil de ton intervention et surtout à la fin, quand justement tu évoquais donc, le fait que chez Gors, il y a toujours un Gors pluriel. Le dernier Gors, c'est pas on pourrait pas dire voilà Gors finalement son adhésion à Cri de la valeur ne devient pas un membre à part entière dans le sens où il n'adopterait plus que cette position-là ou au contraire d'autres positions. Mais justement dans cette différence entre théorie et pratique, moi je la trouve quand je lis André Gors, même par exemple chez André Gors dans Stratégie ouvrière, avec un concept de réforme révolutionnaire qui l'oppose à réforme réformiste. Il y a déjà cette question de l'horizon, justement, du possible qu'il y a dans Misère du présent, chaise du possible. Et ce qui est intéressant, du coup, chez lui, c'est justement que Gors a été souvent proche de milieux militants. C'était un militant et un théoricien.
Oui. La critique de la valeur est un mouvement qui se définit en fait intrinsèquement et de plus en plus au cours du temps, même encore plus après que Gors du coup ne puisse plus les suivre, comme un mouvement qui pense leur agir, course à pas plutôt d'un agir qu'une pratique, leur agir comme de la théorie. C'est-à-dire que ce mouvement, ce n'est pas qu'il s'oppose du coup à des pratiques militantes, c'est que son propre agir va être la théorie. Et du coup, je pense qu'en ce sens-là, on peut dire qu'il y a chez Gors un côté théoricien qui serait proche du coup de cette idée-là. Par contre, il n'y a pas cette adoption complète de la théorie comme le seul moyen d'agir. Au contraire, il va maintenir voilà, deux formes d'agir différentes. Bien sûr, il y a André Gors théoricien, lui, il va plutôt le voir, enfin, il va plutôt l'exprimer quand il va parler de sa position d'intellectuel. Il en parle dans plusieurs entretiens, mais aussi dans la morale de l'histoire, il parle de la situation intellectuelle. Donc c'est quelque chose il a conscience de cela, car il a aussi conscience de cette part, de cette double casquette qu'il y a déjà chez Marx aussi. Marx aussi, qui est aussi un espèce de double Marx, qui est en même temps un Marx très militant, et qui pense finalement le moment du présent, et en même temps l'horizon du possible, d'un dépassement complet du capitalisme. Donc je trouve que c'est très fécond en fait, qu'il y ait ça chez Gors, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, par exemple, là quand tu parlais, tu t'adressais en même temps par exemple, moi, qui voilà, pense plutôt à la question de la théorie, mais aussi à Télémaque, qui est plus du côté militant, en fait, qui va être intéressé par Gors du côté militant, ou c'est une Marty qui va aussi pouvoir revenir sur une question plus précise, comme celle de l'autogestion. Donc on voit que cette pluralité de Gors ouvre plusieurs perspectives. Et par contre, ce qui est important, je pense, dans ce que tu as montré, c'est qu'il faut toujours, même si on prend une perspective d'André Gors, ne pas oublier l'autre perspective et le prendre comme une mise en garde. C'est-à-dire que si, par exemple, Télémaque prend des côtés militants d'André Gors, il ne faut pas qu'il oublie la rigueur d'André Gors sur sa critique du travail, ou moi-même, voilà, il ne faut pas que j'oublie aussi, si je me concentre sur le côté théoricien de Gors que je peux voir, ne pas oublier son côté militant, et donc ne pas oublier de m'intéresser aux pratiques et voilà, d'être modeste. Et donc désolé pour ces remarques un peu générales, et au final, ma question
entièrement en nature. Il me semble qu'il y aurait un intérêt à dissocier ces trois-là. Ça, c'est une première remarque. Donc, c'est quatre. Enfin, ma deuxième remarque, c'est que quand tu as parlé donc, de quantitative easing for the people, il me semble que quantitative easing for the people et la plupart des théories de la création monétaire, donc dans ces trois formes, se situeraient entre la 2 et la 3, parce qu'il me semble quand même que elles ont la plupart des théories de création monétaire et de quantitative easing for the people, notamment. Je crois toutes les défenses du quantitative easing for the people et la plupart des théories de financement de revenus inconditionnels par création monétaire, ou même de réflexion sur la création monétaire, fonctionnent quand même sur un mode top-down. Alors, on peut avoir on peut avoir un truc polycentrique, mais il y a quand même l'idée de banque centrale, alors plus ou moins, peut-être une multiplicité, etc. Mais il y a quand même donc, il me semble que la notion de création par en bas, c'est là, effectivement, dans certaines réflexions sur la création monétaire, mais pas toutes. Voilà. Et bon, après, il y a énormément de choses. Après, bon, il faut voir à un moment quand tu commences à avoir une multiplication des pôles d'émission, ça peut être, enfin, je sais pas, est-ce que quand on parle de création d'une monnaie à une échelle nationale par rapport à une monnaie à une échelle supranationale, on est dans du bottom-up? Alors peut-être, mais bon, en général, bottom-up, on a des idées plus, voilà. Mais bon, tu vois un peu le. Et la troisième remarque, c'était que, ben, en fait, c'est aussi la première remarque que je t'ai jamais adressée, c'est qu'en fait, dans les réponses que tu as fournies à Ivan, Céline et Marc, je suis d'autant plus désolé en fait que Gorz n'ait jamais eu de rapport de contact direct avec Colin Ward et qu'il n'ait jamais été exposé en fait à la pensée de Gustav Landauer et de Martin Buber, et qui en fait auraient peut-être, alors je te soumets, mais était un moyen de réconcilier ce qui a été appelé là des tendances centralisatrices et des tendances libertaires. C'est que Gustav Landauer, c'est cet anarchiste allemand du 19e, qui est un anarchiste assez particulier. Il était notamment très, disons, mis de côté au sein du mouvement libertaire, puisque c'est quelqu'un pour qui la destruction de l'État ne passait pas par le fait de détruire, de tuer des policiers ou de casser des bâtiments, mais par le fait de construire des communautés différentes. Et l'État était avant tout une manière qu'on avait de se comporter les uns envers les autres. Et pour le détruire, il fallait apprendre à se comporter de manière différente. Un peu avec, je crois que Tony, qui fait la distinction Gesellschaft, Gemeinschaft, vient après lui, mais à peu près contemporain. Mais il y a quelque chose, voilà, de cette idée-là de Gemeinschaft au sein, mais qui ne sont pas nécessairement, c'est pas une entité, c'est pas Gemeinschaft ou Gesellschaft, c'est un besoin de communautés qui peuvent transformer la nature de ce qu'on appelle l'État ou des administrations. Et donc là, qui aurait peut-être permis voilà, une voie centrale. Donc voilà, c'est ces trois remarques sur lesquelles j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses, et surtout aussi peut-être parce que déjà, il y a 10 ans, tu connaissais Colin Ward, donc peut-être c'est l'occasion de te demander effectivement toi quel a été ton parcours à ce niveau-là en tant que dans ce rapprochement-là. Est-ce que tu as aussi échangé directement avec Ward? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lien du tout? Et sinon, j'avais une question qui était beaucoup plus simple et qui est aussi une manière de faire état du gouffre de mon ignorance. Est-ce que tu pourrais revenir sur la critique de la notion de sphère chez Gorz? Peut-être que. Oh là là. On va demander aux autres Gorsiens de répondre. Marc-Antoine, non? Moi, je veux bien tenter après tes réponses sur la notion de sphère. Mais... Je pourrais apporter quelque chose aussi, mais c'est compliqué. Bon, Télémac, on est d'accord. Tu remarqueras, j'ai vraiment beaucoup hésité sur comment j'allais appeler revenu garanti, revenu universel, revenu d'existence. Et en fait, j'ai choisi de l'appeler tout au long revenu universel pour la raison que tu cites, c'est-à-dire que la première mouture, il est universel au sens où il s'adresserait à tous les citoyens. Et encore, bon, ça c'est encore à débattre évidemment. Mais il n'est pas inconditionnel. Et j'ai bien dit clairement, c'était mon chapitre, je ne sais plus combien, 4 ou 5, qu'il bascule vers l'inconditionnalité à partir du milieu des années 90. Donc il n'y a pas de... À mon avis, on est d'accord là-dessus.
Et après, bon, je suis aussi d'accord, il y a une proximité avec Vercellone. Création monétaire, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu complexifies encore la question de la création monétaire. Est-ce qu'elle est top-down ou pas chez Gors? Je pense qu'il a, il y a tout un tas d'aspects de la création monétaire qu'il n'a pas pensé. Il a certainement pas lu les auteurs anglo-saxons sur la Theory of Money Creation. Ça, je suis pratiquement certaine de ça. Bon, et le plus obscur, effectivement, c'est un revenu au-delà de la forme argent. Toi, tu supposes immédiatement, parce que ça fait sens de là d'où tu viens, qu'il s'agirait d'un revenu en nature. Moi, je ne suis pas du tout sûre. Je crois qu'on n'a vraiment aucune possibilité de répondre là-dessus. Colin Ward, ça va être rapide. On s'est rencontrés brièvement par hasard dans la campagne du Herefordshire et on a parlé voiture parce que moi j'ai lu uniquement son article très critique de la voiture. Donc ça a été quand même très très limité, mais il faudra que je lise un peu plus. Je suis pratiquement certaine que Gors n'avait pas lu Landauer non plus. Gemeinschaft, Gesellschaft, oui, il y a des références à cette dichotomie fondatrice en sociologie de la part de Gors. Pour lui, le problème de la Gemeinschaft, c'est qu'on existe sur la base de ce qu'on est, de d'où on vient, et que pour lui, c'est complètement inacceptable et extrêmement dangereux, et qu'il prône plutôt une Gesellschaft qui n'aurait pas complètement aliéné la subjectivité individuelle et collective, supposer que ce soit possible. Voilà. Donc, Ivan, tu veux répondre un peu sur l'histoire des sphères? J'étais en train de réfléchir et je me dis que c'était peut-être compliqué. Parce que moi, d'où je viens, donc de la critique de la valeur, il y a une grande critique en fait de la classification au niveau de la théorie sociale de différentes sphères. Du coup, moi, quand j'ai lu André Gors, ça a beaucoup résonné avec ça. Moi, je me souviens qu'André Gors disait qu'on ne peut pas finalement différencier une sphère de l'hétéronomie, une sphère de l'autonomie, car il y a dans la supposée sphère de l'autonomie, c'est-à-dire même dans ce qu'on peut appeler le temps libre, aussi de l'hétéronomie au final, et qu'il dit à un moment qu'il faut finalement libérer le temps libre. Il faut arriver à un temps libéré et il faut aussi rendre autonome l'autonomie. C'est à un moment dans le déroulé de la présentation, Françoise était revenu là-dessus, sur cette question de s'autoproduire aussi dans les activités autonomes. Mais ces activités autonomes-là, et c'est pareil dans le travail, on pourrait dire que dans les activités de travail, la subjectivité est aussi impliquée. Donc il y a une partie de nous, disons, on exerce une autonomie, même si, comme le montrait le premier Gors, elle peut être aliénée en même temps. Donc du coup, au final, diviser entre deux sphères, ça pourrait faire croire qu'on peut du coup se libérer, par exemple, en sortant simplement du travail par le temps libre, ou au contraire, se libérer par le travail contre l'oisiveté, etc. Du coup, ça raffine en fait sa critique du travail, parce qu'on critique plus seulement le travail, seulement comme le travail-emploi, ou comme le non-travail, qui est ce sont de chômage ou d'oisiveté, mais au contraire, ici, on critique le travail comme rapport en même temps social, qui régit nos relations, voilà, et aussi comme travail très spécifique, comme travail-emploi. En fait, ça élargit, je trouve, sa critique quand il fait son autocritique là-dessus, quoi. Voilà. Tout ça, je répondrai. Après, c'est pas encore assez précis. Mais... voilà. Merci. Peut-être sur les deux sphères de l'hétéronomie et de l'autonomie, et pour aller dans la continuité de la séance avec Maud Simonet, elle a montré que le travail associatif n'était pas le lieu de l'autonomie de façon automatique, mais c'est aussi parce que le travail associatif dont elle parle était inséré dans une logique de workfare, notamment dans le cadre américain. Et donc, il ne suffit pas de prendre le contenu de ce que Gors place dans la sphère de l'autonomie, à savoir le milieu associatif ou les activités hors du travail à proprement parler, pour qu'on ait directement de l'autonomie, parce que ce sont des sphères qui peuvent être instrumentalisées dans des fins tout à fait hétéronomes.
Donc, disons que je pense que les recherches sur le travail dans l'ESS et dans l'associatif qui montrent toutes les logiques capitalistes qui se rejouent ne contredisent pas en fait les thèses de Gors qui auraient tout à fait anticipé aussi qu'elles peuvent être instrumentalisées comme toute autre sphère de l'existence et de la production sociale aussi. Je crois qu'il y avait une question d'Alain. Et ce sera peut-être l'une des dernières questions, pour qu'on finisse à l'heure. Si vous avez, oui, j'ai activé le micro, ça marche? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Peut-être je vais retourner un peu en arrière. Là. Françoise Golin, tu as dit que, en étant marxienne terriblement, seul le travail est créateur de valeur. J'ai récité cela pendant longtemps, je suis moins sûr aujourd'hui. D'abord, Marx disait que pour la création de valeur, la nature participait à la création de valeur. Donc, il n'y a pas la nature transformée, etc., les matières premières, l'énergie. Il l'a dit, c'est certain. Je n'ai pas le numéro de la page, mais il a dit que la nature participait à la création de la valeur. Et puis, tout de même, on va vers une production largement automatisée, robotique, intelligence artificielle, etc. Il y a Jean-Claude Michéa qui donne l'exemple de WhatsApp, dont la capitalisation est nettement supérieure à celle d'une usine d'automobile employant des milliers d'ouvriers. Alors, il y avait 50 salariés WhatsApp, alors que l'industrie automobile, il y a des milliers de travailleurs, etc. Et pourtant, la capitalisation, la valeur de WhatsApp est supérieure, avec 50 salariés, à l'entreprise où il y avait des milliers de salariés. Alors, seul le travail est créateur de valeur, je ne suis pas absolument certain. Peut-être que l'intelligence artificielle, la robotique, etc., oblige à reconsidérer certains principes et dogmes marxistes. Pendant longtemps, j'ai récité ça, moi. Jean-Marie Ribet est totalement persuadé que seul le travail crée de la valeur, mais il faut peut-être bouger un peu nos façons de voir et nos analyses. Et même, bon, il faudrait un lien un peu long, mais je ne vais pas le faire, etc. Mais André Gorz le dit également. Le travail-emploi, et puis tu es toujours attiré entre les deux là, n'a plus guère de fonction économique. Simplement, il faut occuper les gens, etc., pour que les classes possédantes, privilégiées, puissent garder leurs privilèges, etc. En gros, on fait travailler, mais si le travail ne sert plus à grand-chose du point de vue économique, du point de vue de la production, il faut maintenir le travail pour maintenir l'illusion de travail et ce que les classes possédantes puissent conserver leurs privilèges. Une citation de Baudrillard que j'aime beaucoup, que je sors assez souvent. Le travail est mort, ce qui leur reste a d'autres fonctions que de se reproduire lui-même comme condition d'assujettissement du travailleur. On voit que la fonction du travail n'est plus tellement économique, ce serait plutôt une fonction politique ou psychopolitique pour que les classes possédantes puissent garder leurs privilèges. On occupe les gens à rien faire. L'essentiel, c'est que le travail a toujours une fonction disciplinaire qu'il faut continuer à promouvoir. Voilà. Donc, il faut sortir un peu des analyses purement économiques du travail, du salariat, etc. Voilà. Ok, bon. On sait bien que, comment? Bonjour Alain. Il faut répondre à ça. Je n'ai pas élaboré ma question auparavant. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Bonjour Alain, je ne savais pas que c'était toi. Je commence par la fin, peut-être. Attention, là, on commet la même erreur qu'on commet très souvent dans les débats sur le travail, c'est qu'on mélange tout. Le travail, la fonction disciplinaire du travail dont tu parles, c'est la mise au travail concrète des gens en système capitaliste comme justement comme moyen de discipline, comme possibilité pour essayer d'empêcher qu'autre chose émerge. Mais c'est vraiment un fondement de la théorie de Marx que le travail abstrait, et là on ne parle pas de mise au travail concrète des gens, le travail abstrait est seul producteur de valeur. Moi, sur ce point-là, je suis évidemment très en désaccord avec Jean-Marie Ribet dans son refus du revenu, dans sa défense du travail, en fait, de l'emploi. Mais je pense qu'il ne se trompe absolument pas sur ce point-là. Et quand tu dis que il faudrait que tu me donnes la citation exacte, ça m'étonnerait beaucoup que Gors ait écrit que la nature est productrice de valeur. La nature est productrice de richesse, mais pas de valeur. Parce que dans une perspective marxienne, qui est la perspective de Gors, le seul producteur de valeur, c'est le travail. Et ce qui se passe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand on augmente la productivité moyenne
on augmente le nombre de marchandises produites par unité de temps. Donc, il y a une élimination du travail pour des raisons de compétition. Et chaque unité a de moins en moins de valeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé pour des raisons disciplinaires, on ne va pas continuer à mettre les gens au travail. Attention, il ne faut pas du tout mélanger les niveaux. Ouais, je crois que j'ai répondu, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent ajouter là? Parce que je crois vraiment que c'est un point important. Quelle est la production de valeur des bullshit jobs de David Graeber? Ils créent de la valeur, les bullshit jobs? Ah oui, ça c'est ils prolifèrent, hein. Ils sont proliférants, ils ne produisent pas vraiment de valeur. Hein. Oui, ça c'est vrai que les bullshit jobs tels que théorisés par David Graeber ne sont pas, je crois qu'ils ne sont pas pensables dans un cadre marxien. Et j'ai aussi beaucoup d'interrogations là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre a... En même temps, moi j'ai une question. Moi, j'ai la continuation de la question parce que d'autres pourraient y répondre. Ivan et Céline, je pense que vous y répondrez mieux. Et pour moi, les bullshit jobs, justement, ils produisent de la valeur au sens capitaliste, au sens où ils sont rémunérés, mais pas de l'utilité sociale, mais de fait, ils sont intégrés dans le cadre du fonctionnement de l'économie capitaliste et du coup, ils produisent de la valeur au sens de la valeur économique, mais et la thèse politique de Graeber, et à mon avis, ça rejoint la remarque d'Alain sur la fonction disciplinaire du travail, mais à mon avis, on ne l'entendait pas dans le même sens. Mais Graeber considère que le travail, les bullshit jobs visent à occuper une population qui est plus docile en passant toute sa journée à un bullshit job dans des transports et dans des loisirs de consommation et de réconfort, plutôt qu'à penser à avoir du temps libre et à penser le monde, la société et à penser à faire autre chose. Donc pour Graeber, il y a certes production de valeur économique avec les bullshit jobs, encore que certains types de ces bullshit jobs, la personne qui tient la porte de l'ascenseur, qui appuie sur les boutons, c'est une valeur symbolique qui est intégrée dans un système de production de valeur économique. Mais pour Graeber, il y a surtout une fonction disciplinaire au sens politique, de discipline de toute la population. Et donc, mais c'est disciplinaire dans un sens non pas kantien, valorisation d'une discipline qui épanouit les facultés humaines, c'est disciplinaire dans un sens politique, à savoir mater une population laborieuse. Et là-dessus, le livre, par exemple, de l'historien Alessandro Stanzani, qui revient sur les métamorphoses du travail contraint et qui montre les formes du travail contraint jusqu'au XXe siècle, même après l'abolition de l'esclavage, etc., vont dans le sens de cette thèse d'un travail comme discipline politique. Mais Ivan, je crois que tu voulais rebondir sur autre chose tout à l'heure, peut-être très différent. Oui, voilà, en effet, c'était sur autre chose. C'était pas sur forcément David Graeber, je pourrais pas en dire plus. Non, c'était sur la question d'Alain. Je pense que sur la nature, il y a quand même un élément important que cela a soulevé, même chez Marx, en vérité. C'est bien sûr qu'il y a, disons, que la nature entre en jeu. Mais déjà, la nature, il faudrait dire ce que c'est. Enfin, c'est un peu large. Entre en jeu dans la création de valeur, mais pour Marx, en effet, la valeur est proprement humaine, pas existant humain. Mais pour cette création de valeur, c'est pour ça que la crise du capitalisme qu'on peut élaborer en tant que crise de la valeur économique, est aussi d'emblée une crise écologique. Elle est liée au fait que pour créer de la valeur économique, de la valeur marchande, l'homme doit finalement avoir une relation de destruction, de transformation de la nature. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de la nature. Mais la question du métabolisme de la nature, c'est-à-dire que les humains, pour faire société, ne sont pas comme, dirait Marx, comme l'abeille et l'araignée. Ça, c'est dans le chapitre, si je ne me trompe pas, 5 du premier livre du Capital des décisions sociales. Ça pourrait être une vision assez transhistorique, mais on pourrait le remettre en cause. Mais le propre du capitalisme, c'est de réduire le travail, non seulement en tant que travail abstrait à la production de valeur, mais de réduire aussi finalement toutes les activités humaines à la simple dépense d'énergie. C'est ce qu'il va dire dans le premier chapitre du Capital. Ça veut dire que ce métabolisme de la nature, le fait de transformer la nature et de faire société en transformant la nature, va être ici, sous le capitalisme, prise comme une réduction. On va réduire finalement n'importe quelle activité humaine à cette transformation de la nature. C'est cela qui est pour Marx le propre du capitalisme. Le capitalisme n'a pas inventé notre relation à la nature. Il a réduit par contre nos activités à cette production-là. Et donc tronque complètement les possibilités que nous ayons en tant qu'humains. Donc, il y a bien sûr, je répondrai quand même à Alain, ce qu'il y avait derrière sa question quand même, cette question de est-ce que la nature est créatrice de valeur?
Si on prend la nature en tant que telle, voilà, concept très fou, assez trop historique, je dirais que non. En revanche, sous le capitalisme, il y a clairement, il y a toujours un besoin finalement physiologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de physique aussi qui se passe dans cette création de valeur. Et voilà, là, j'ouvre en fait plein de questions, je suis désolé, mais du coup, ça remettrait peut-être en cause justement la création de valeurs économiques par d'autres moyens, comme des moyens immatériels. Car ce que montre Marx aussi, c'est qu'on a toujours besoin, en vérité, de la matière pour produire du travail in fine. Seulement, cette matière en tant qu'humaine, donc en tant que travail vivant humain, est de plus en plus réduite en travail productif sous le capitalisme, mais aussi la matière concrète, enfin, la matière qu'on peut dire nature, qui est extérieure à nous, disons, qui est extérieure à nous, qui n'est pas notre propre nature en tant que sujet. Donc ces deux choses sont réduites de plus en plus. C'est la contradiction du capitalisme, car en même temps qu'il réduit ces deux formes de cette matérialité, en même temps, il en a toujours besoin. Donc c'est pour ça que c'est une contradiction interne. Voilà. Là, ça, Gorz l'avait perçu, et c'est quelque chose que va développer plus un auteur comme Robert Kurz, notamment. Voilà. Désolé si je suis un peu long. Est-ce que... Non, mais merci, Yvan, c'était bien une bonne précision très claire. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour clore cette discussion? Dernière impensée Oui, mais j'ai déjà pris la parole. Alors, si quelqu'un d'autre a une intervention à faire. Je veux bien faire une petite intervention rapide. Attendez. Hop. Moi, pour réagir, vraiment, je suis assez content de tout ce que j'ai entendu. Je suis vraiment assez ravi de voir toutes ces personnes qui sont réunies aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je suis assez fan de toutes les formes de versions, de revenu inconditionnel universel, salaire à vie, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'espère que ça pourra continuer à converger de cette manière. J'aurais eu des questions qui ouvriraient encore plus le débat, mais en ce moment, je m'intéresse à ce qui se passe autour des crypto-monnaies. Donc, c'est un sujet qui est encore énorme aussi. Du coup, non, je voulais surtout saluer tout le monde et dire un grand merci. Voilà. Peut-être que je peux faire ma remarque et en même temps présenter un peu Michael pour que tu vois aussi, je pense que tu auras peut-être des choses à dire. Françoise, Michael, en fait, elle a été très investie au MFRB et travaille aujourd'hui très investie dans des organisations qui travaillent dans les notions d'économie sociale et solidaire. Mais en fait, je pense que sa remarque aussi m'évoque un point, quand une remarque que tu m'as faite dans ta présentation sur le fait que Gorz aurait trouvé étrange de militer uniquement pour un revenu inconditionnel de façon séparée. Mais en fait, il me semble que, bon, l'exemple de Michael me semble intéressant, il me semble qu'en fait, personne ne milite jamais et n'a jamais milité pour un revenu universel de façon séparée. Et qu'en fait, au strict minimum, on a des objectifs qui sont toujours plus loin, au moins l'éradication de la pauvreté ou sa réduction, au moins de la suppression de formes de contrôle administratif sur les plus pauvres. Donc que c'est vraiment, voilà, bon, c'est une première remarque. J'essaye de rester succinct encore parce que j'en ai deux autres. La seconde, c'est donc peut-être aussi à Ivan et Céline, et je te soumets ça à François. Si j'ai bien compris, la critique de la représentation en sphère que fait Gorz, c'est surtout une mise en garde contre le risque de sacraliser la notion de sphère autonome. Et c'est l'idée que c'est une mise en garde contre l'idée que l'extension de la sphère autonome serait l'alpha et l'oméga de toute lutte émancipatrice, ce qui, de fait, n'est pas le cas. Mais il me semble en même temps qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette représentation en sphère, dès lors qu'on prend en garde, qu'on prend cette mise en garde aussi. Et ça m'emmène à mon autre remarque qui était sur, et là une interrogation par rapport aux remarques d'Alain, c'est sur cette question en fait, sur une question presque sémantique, c'est quelque chose qui me... mais donc j'ai bien compris, et Ivan a beaucoup insisté, mais vous avez été aussi, Françoise, que Gorz s'opposait fortement à l'extension de la notion de travail à toutes sortes d'activités. Mais est-ce qu'il était aussi radicalement opposé à l'application de la notion de valeur à des valeurs autres qu'économiques ?
Est-ce que vraiment il y a une opposition radicale à… Parce que j'entends bien, là en fait quand Alain a répondu, il y avait cette question de valeur économique, mais en fait même dans la réponse que j'avais fait sur cette question des bullshit jobs du Graeber, c'est que ces trucs sont intégrés dans une production de valeur économique, mais bon, voilà, mais ça rentre, je pense que c'est aussi une façon de faire écho à l'interprétation que propose Bernard Friot, qui est là, des notions de travail, qui me semble là, en faisant jouer la polysémie des mots, permettent de prendre en compte une opposition radicale et en même temps d'ouvrir à d'autres interprétations. Et j'avais juste une dernière question, alors peut-être en voie de conclusion. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en conclusion sur les voyages états-uniens de Gorz chez Marcuse? Est-ce qu'ils ont été fréquents? Et comment quel genre de traces il leur reste? Merci encore. Ok, rapidement, parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui pourraient répondre sur certaines de ces remarques. Oui, c'est vrai qu'il y a les crypto-monnaies, ce qui complexifie encore plus la question de la création monétaire. Je ne sais pas du tout ce que Gors en aurait fait. Tout ça, c'est passionnant. Attention, je ne sais pas ce que tu veux dire, Télémac, quand tu poses la question, est-ce que Gors serait d'accord pour attribuer une valeur autre qu'économique? Donne-moi un exemple d'une valeur autre qu'économique pour que je sois sûre de répondre à ta question. Comme ça, la juste en fait, maintenant, ma question, c'était plus, est-ce qu'il s'est opposé aussi fortement au fait d'appeler valeur d'autre chose que la valeur économique, comme il s'est opposé fortement au fait d'appeler travail d'autre chose que le travail au sens capitaliste? Ça, voilà, Oui, mais c'est pour ça qu'il faut à chaque fois mettre ça dans le contexte. C'est-à-dire que j'ai insisté là-dessus pour les derniers écrits de Gors, où il reprend la distinction courtienne entre valeur et richesse. Et en fait, moi, personnellement, je trouve que ça clarifie considérablement les choses. C'est-à-dire que sur cette base-là, je peux répondre à ta question pour Gors. Il y a la valeur, il y a la mise au travail ou l'appropriation effectivement de la nature ou des ressources, de la subjectivité des ressources de la nature qui permet d'alimenter le cycle de reproduction de la valeur. Et ça, on est sur une valeur en termes marxistes, opposée à richesse. Il n'y a pas de… Dans le dernier Gors, il n'y a pas d'autre alternative et je trouve que vraiment ça clarifie beaucoup le débat parce que si on commence à débattre en disant oui mais alors le travail ça peut avoir une valeur, ça peut intégrer socialement, c'est pas de ça qu'on parle ici aujourd'hui. Donc je trouve très très intéressant pour clarifier le débat de distinguer valeur et richesse et c'est ce qu'a fait Gors dans ses derniers écrits sur justement pour moi la polysémie c'est une des choses que j'assumerai encore de mon premier bouquin, la polysémie sur le travail, la polysémie sur la valeur est extrêmement négative et je pense qu'on n'arrive nulle part, qu'il faut absolument refuser la polysémie sur ces points-là. Sur Marcuse, je n'ai pas énormément de choses à dire. J'ai été en contact avec son fils, le fils de Marcuse. Je ne sais pas combien de temps il est resté, mais ce que je sais, c'est qu'il faisait des séjours dans la famille Marcuse, probablement assez long, puisque son fils m'a dit j'ai de très très bons souvenirs, j'ai très très bons souvenirs quand Gors venait chez nous, mais je ne peux pas t'en dire plus, si ce n'est que je pense que Gors avait probablement un rapport un petit peu filial avec Marcuse, parce qu'il a écrit ce très bel article sur lui que je cite dans mon bouquin, quand Marcuse est mort, Herbert Marcuse, professeur de liberté. Donc venant d'un Sartrien, on n'a pas meilleur compliment que ça. Je ne sais pas combien de fois il est resté. Ça, c'est des questions à poser à Willy Gianinassi, qui est le biographe en titre de Gors. Moi, vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'on puisse… Si peut-être on pourrait savoir, les seules choses qu'il y a dans la correspondance Gors-Marcuse, c'est justement, ce n'est pas du tout intéressant, c'est… nous venons, on pourrait le savoir comme ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Nous viendrons bientôt, et donc ils s'arrangent sur la date, et c'est très, très concret. Il n'y a pas du tout de débat sur le travail, sur la liberté, sur le dépassement du capitalisme par écrit. Je dis ça pour Céline aussi, c'est même pas la peine de regarder. Vraiment, on vaut mieux regarder autre chose.
Marc-Antoine voulait intervenir, je crois, non? Peut-être qu'on peut prendre Marc-Antoine comme dernière question et déborder de 5 minutes maximum. Oui, mais on peut arrêter là aussi. Je veux pas, en fait, je veux pas de questions particulières. J'ai réagi à ce que tu as écrit, Yvan, par rapport à la remarque de Télémac. Mais sinon, en fait, j'ai trop de questions. J'ai pas réussi à choisir laquelle je voulais poser, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de discuter. Mais oui, j'aurais plein de remarques en tant que Gorcien ou apprenti Gorcien. Mais alors très rapidement, peut-être sur la remarque de Télémac, en effet, on pourrait dire que Van Parijs, au moins dans les années 80, a proposé le revenu de base comme seule politique. Bon, c'était à un moment, puis là, après ça a changé, mais à mon avis, le débat doit plutôt être pris à un autre niveau, qui est que y a des gens comme Van Parijs et comme toi, je pense, et comme d'autres qui envisagent le revenu de base pas seul, avec d'autres politiques bien sûr, mais qui envisagent quand même le revenu de base comme disons, une politique qui doit produire certains effets et qui est un préalable à un certain résultat. Et des gens qui, à mon avis, Gorce, et je pense que je suis assez d'accord avec vous, Françoise Golin, pour dire que peut-être que finalement, chez Gorce, le revenu universel n'est pas un préalable, mais plutôt le résultat d'une autre transformation qui devrait passer par autre chose. À mon avis, c'est ça. Et donc là, la question n'est pas tellement de savoir si les partisans du revenu de base portent d'autres politiques, de RTT ou autres avec. La question est de savoir s'ils en font un instrument ou plutôt quelque chose qui, en fait, serait le résultat d'un mouvement dont on ne sait pas très bien quelle forme il prendra. C'est par exemple ce qui fait que voir un défenseur du revenu de base chez des gens comme Charles Fourier ou Victor Considérant, c'est très réducteur parce que en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la garantie du revenu, elle est le résultat de l'organisation sociale au sein du phalanstère. Donc, elle n'est pas un instrument de transformation, elle est le résultat d'une transformation. Donc, je pense qu'il y a une vraie différence. Mais, voilà, c'est une petite remarque. Oui, ça me fait. Je suis très contente que vous ayez dit ça parce qu'en fait, c'est la question. J'ai oublié de répondre à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est premier chez Gorce, c'est le projet radical de transformation sociale, de réarticulation de la production et de la consommation par les producteurs associés, de l'accomplissement de soi, de l'existence comme accomplissement de soi, comme projet au sens sartrien. Et le revenu de base, comme je l'ai dit très très rapidement au début, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il n'est pas, théoriquement, il n'est pas premier du tout. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le triptyque au départ. Et en fait, dans le triptyque, le troisième élément du triptyque est de loin le plus important. C'est le développement d'activités qu'il appellera autonomes, qu'il appellera... il y aura plusieurs dénominations, mais ces activités qui ne sont pas soumises à la valeur, qui ont une dimension individuelle, qui peuvent aussi avoir une dimension collective. Je ne suis pas du tout entrée là-dedans. J'ai dirigé ma remarque vers toi, Télémac, parce que je me souviens quand tu as fait, c'était pour faire le lien avec ta séance à toi, donc il y a 2 mois, où tu avais expliqué qu'à un moment donné dans l'histoire du bien, donc du mouvement pour le revenu de base, les protagonistes avaient décidé de faire des compromis en faisant abstraction des divergences sur les fondements du revenu garanti. Et moi, j'ai immédiatement pensé dans une perspective gorsienne, c'est problématique. Parce que ce qui importe, c'est justement tout le reste. Donc, comment être engagé ensemble dans un revenu dont le contenu et la signification va être profondément différente en fonction du projet de transformation sociale beaucoup plus global. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, en fait. Mais alors là, pour le coup, comme je réponds en 2 mots parce que tu as donné toi-même la réponse avant. Je pense que je me suis mal exprimé. La création du bien, c'est le fait de se mettre d'accord justement pour résoudre le problème de polysémie que tu as souligné précédemment. Et donc en fait, simplement, le point principal, c'était de se mettre d'accord sur ce dont on parle. Et le bien a toujours été clair sur le fait que c'est des discussions qui invitent également des personnes qui sont opposées à cette idée, mais que pour pouvoir en discuter, de la même manière qu'on peut s'accorder sur un seul concept de valeur, un seul concept de travail, il faut qu'on ait un seul concept de revenu de base inconditionnel, qu'on peut ensuite appeler, on peut dire qu'il a d'autres dénominations, mais voilà, l'enjeu c'était de trouver un concept concret, voilà, et dont ensuite on puisse s'opposer, considérer qu'il est un moyen. Encore une fois, moi je pense pas vraiment que personne n'ait jamais considéré comme une fin, mais je pense que c'est un débat pour un autre jour. On pourra... Oui, malheureusement, je vais devoir vous renvoyer, j'espère, à vos activités autonomes.
Mais avant, en remerciant beaucoup Françoise Golin, mais aussi tout le monde hein, pour la discussion. Je pense que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. Je vous remercie toutes et tous. Et donc, avant que vous partiez, donc, je vous annonce que la prochaine séance sera le 10 juin de 17h à 20h avec une intervention de Bernard Friot. Donc voilà, ça va être intéressant puisque Bernard Friot a un point de vue critique sur le revenu de base. Je trouve que cette année, nous avons fait beaucoup de critiques du revenu de base, mais qui sont toutes différentes. Donc je pense que c'est intéressant pour les critiques, mais aussi pour voilà, les personnes qui sont plutôt partisanes. Donc voilà, on se retrouve pour une dernière séance qui sera très très riche, je pense aussi. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Et merci à Céline et Ivan pour l'organisation. Merci encore Françoise. Merci Françoise, c'était vraiment très très clair. Merci. Bye bye. Merci, au revoir à tous. Au revoir. À la prochaine. Au revoir et bonne soirée.